La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vais pas vous mentir, rencontrer et discuter avec Philippe Conticini, c'était clairement un de mes rêves quand j'ai commencé Papilles. Et franchement, ce rêve, il était encore plus beau que ce que je l'avais imaginé en vrai. La pâtisserie, elle a tout simplement changé sa vie. Quand Philippe Conticini a compris que cet art était un vrai moyen d'expression et de communication, ça a été une révélation. Parce qu'avec ses desserts, c'était toute sa personnalité que l'on découvrait et que l'on aimait. Alors toute sa vie, il a cherché et trouvé les meilleures façons de faire vivre des émotions aux autres avec ses pâtisseries. On ne le présente plus, ce maître incontesté de la pâtisserie et de la gastronomie française est à l'origine d'innovations qui ont transformé la scène culinaire internationale, avec notamment le principe des verrines. Après avoir obtenu plusieurs récompenses au sein d'établissements étoilés, en 2022, il est désormais à la tête de près d'une dizaine de boutiques en France, mais aussi dans le monde. Au menu de cet épisode, sa recette pour réussir à faire vivre une émotion à travers un dessert, mais aussi comment la pâtisserie a évolué en même temps que lui et ses plus grands apprentissages, et enfin, quand et comment la pâtisserie est devenue un vrai moyen de communication. Bonne écoute! Bonjour Philippe, merci énormément de me recevoir. C'est un vrai plaisir de pouvoir discuter avec vous. C'est un plaisir de vous accueillir. Comment allez-vous? Très bien, je vous remercie. Alors pour commencer, je vous propose de revenir sur votre parcours, mais au prisme des saveurs. Déjà, première question, c'était quoi votre dessert préféré quand vous étiez petit? Il y en avait deux en fait, c'était l'éclair au café et le millefeuille. Et du coup, c'est des desserts que vous avez forcément beaucoup retravaillés? Oui, évidemment, oui. Et ce sont toujours mes desserts préférés, ça n'a pas changé. Et comment est-ce que vous avez réussi au fil des années à un peu les améliorer et les perfectionner pour qu'ils soient parfaits, entre guillemets? Le millefeuille, par exemple, j'ai poussé la réflexion et la créativité sur, par exemple, la crème pâtissière au maximum, aujourd'hui évidemment, parce que ça changera peut-être demain, de ce que je peux faire pour avoir exactement ce que moi je voulais. Ça m'a demandé beaucoup de temps et beaucoup de compréhension, beaucoup de questions, de questionnements, d'hyper-intellectualisation de toutes les réponses que je voulais avoir. Je les ai bien rangées dans ma gustatothèque, et ce qui me permet d'aller piocher quand j'ai besoin de ressentir quelque chose et d'avoir une réponse par rapport à ce que je ressens. Et donc voilà, le millefeuille, ça m'a demandé, au-delà du fait que je travaille le feuilletage et la crème pâtissière depuis déjà 40 ans, ça m'a demandé 3 mois de boulot avec Gianni, avec mon chef exécutif, pour avoir ce que moi j'avais en bouche 3-4 mois avant. D'accord. Voilà. Et c'est pour moi, le travail doit être absolument parfaitement réussi, à la perfection. Et surtout, c'est de comprendre que maîtriser, ça suffit pas en fait. Savoir faire un feuilletage sur le bout des doigts, ça suffit pas. C'est comprendre comment on peut le faire évoluer, jusqu'où on peut aller, et comment je peux transformer ça en pâte à modeler pour obtenir ce que je veux. C'est une image, bien sûr. Et voilà. Et donc, je travaille sans arrêt, en fait. Je fais évoluer tout ça sans arrêt. Et le millefeuille, par exemple, on a sorti le bar à millefeuille il y a quelques temps. Oui. Je me souviens, par exemple, du premier jour où on l'a sorti, où j'étais présent à Nazareth, à la boutique de Nazareth, avec Gianni. C'est impressionnant. Le millefeuille était, waouh, une bombe atomique de plaisir. C'était incroyable. C'est incroyable, d'ailleurs. Il y a un tel travail sur le millefeuille. Ouais, il a été parfait. Mais franchement, parfait. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre qui l'ait fait, peu importe, je m'en fous. Moi, quand je mange quelque chose de top, d'abord je le dis. Et en plus, je prends un plaisir infini, quoi. Et là, c'était le cas avec ce millefeuille. L'éclair au café, je l'ai beaucoup travaillé, mais pas autant.
Je suis pas allé aussi loin avec l'éclair au café. Pourtant, j'en ai fait, j'ai travaillé dessus. Mais je suis pas allé aussi loin. J'ai pas réussi à déclencher une émotion aussi intense avec l'éclair au café. Qu'il soit très bon, il n'y a pas de doute. Mais une émotion intense, j'ai pas encore réussi. Émotion forte, Avec le millefeuille, oui. Avec l'éclair, pas encore. Vous savez, le mot émotion, je l'entends tout le temps. Quand je goûte, c'est très très bon, mais l'émotion, j'en ai pas. On peut avoir quelque chose de très bon en bouche et qui déclenche aucune émotion. Ça n'a rien à voir. Avoir quelque chose de très bon et ressentir une émotion sont deux choses différentes. Et moi, ce que je veux, c'est faire ressentir une émotion. Et justement, pour vous, ça vient d'où le fait qu'on ressente parfois des émotions en dégustant un dessert ou un plat, et des fois pas du tout? Hormis le fait que ça puisse être le hasard parfois, le seul moyen d'y arriver, c'est de maîtriser et de A jusqu'à Z tout ce qu'on fait. Il faut, maîtriser le fait de pouvoir donner aux gens qui vont déguster une longueur en bouche après avoir dégusté, après avoir mangé, très longue. Ensuite, il faut donner une profondeur de goût extrêmement importante. Tout ça, ce sont des choses qu'on peut expliquer. Ensuite, il faut surtout, alors je vais essayer d'être précis, ne pas trop aller sur l'amertume. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas créer faire ressentir une émotion avec du pommelose, par exemple, ou avec... Pas du tout. On peut, au travers de l'amertume, faire ressentir une émotion. Simplement, quand on est sur, par exemple, un millefeuille, quand on est sur un chocolat, si on décide d'aller sur un chocolat puissant, 75%, mais on ne pourra pas déclencher l'émotion. On pourra faire quelque chose de très très bon, mais on va sur des goûts qui sont trop adultes pour pouvoir faire ressentir une émotion. Donc il faut laisser l'amertume, je répète, sauf si on décide de travailler quelque chose d'amer, d'accord ? Sinon, il faut laisser l'amertume de côté. Attention à l'acidité, c'est moins dangereux, mais il faut aussi la laisser un peu de côté. Vous voyez, ça fait déjà 4 choses, et il y en a bien d'autres encore. Une sorte de condition, et puis surtout, quand on déguste, il faut, vous voyez, quand on mange, on avale, et après, il y a la longueur du goût, ce qu'on ressent en bouche. Si le plaisir retombe tout de suite, ça veut dire que le gâteau est très bon, mais pas équilibré. Si ça dure très longtemps, ça veut dire que c'est équilibré. Donc il faut aussi avoir un gâteau très équilibré. Enfin voilà, il y a plusieurs choses qui vont faire qu'on peut déclencher une émotion. Toutes ces choses, elles peuvent se contrôler, se décider. Encore faut-il savoir lesquelles sont-elles, et surtout comment chacune d'elles réussir à les mettre en place. Oui. Moi, ça fait 35 ans que je suis dessus, presque 40, et j'ai pas encore tout compris. Voilà. J'y arrive pas à chaque fois, ça serait trop facile. J'y arrive pas à chaque fois. Il reste une part de mystère qu'il est très compliqué de j'espère que ce sera toujours le cas. C'est quoi pour vous le dessert parfait pour un repas du dimanche midi ? C'est quelque chose qu'on partage au milieu de la table. Et surtout, plutôt des choses très chaudes, des chaleurs chaudes, chocolat, praliné, vanille. Alors après, évidemment, vous allez me dire, oui, mais moi j'aime la tarte citron. Eh ben ok, faites une tarte citron. C'est celle qu'on aime en fait. Mais voilà, quelque chose dont on est sûr que tout le monde va être content, On va faire des crêpes. Faut qu'il y ait, s'il y a des crêpes par exemple, il faut qu'il y ait du sucre, du chocolat, des choses basiques. Après, on peut y mettre des choses plus complexes, mais il faut qu'il y ait des choses les plus basiques pour que tout le monde soit content. Des crêpes au sucre roux, au sucre blanc, du chocolat au lait, du chocolat noir, du chocolat blanc, s'il y a les gamins, pourquoi pas. S'ils aiment, ils aiment. Chacun aime ce qu'il a envie d'aimer. Il y a pas de... Et le meilleur chocolat du monde, c'est celui qu'on aime. C'est vrai. Qu'on ait 2 ans, 5 ans, 10 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, c'est pareil. Le meilleur chocolat du monde, c'est celui qu'on aime. Donc, et il n'y a pas de discussion là-dessus. On a beau avoir quelqu'un en face de nous qui va connaître le chocolat sur le bout des doigts, qui va essayer de nous faire comprendre que le meilleur chocolat, celui-là, il vient du Bolivie, ou je dis n'importe quoi, et il fait 72%, il est très bon parce que les plateaux... Ok. Moi, j'aime le chocolat avec un dauphin dessus, et qui est croustillant, que j'achète au supermarché. Je dis, évidemment, c'est un exemple, et puis c'est une parenthèse que je fais. Je vais un peu loin, mais après tout, si la personne aime vraiment ça, quel jugement vous pouvez porter ? Chacun fait ce qu'il a envie de faire, et on aime ce qu'on a envie d'aimer, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de jugement à porter. Oui, c'est important ça. À partir du moment où on porte un jugement, ça veut dire qu'on se prend et on se croit au-dessus de la personne qu'on a en face. Et ça, c'est pas bien.
Non, si nous, on connaît le chocolat sur le bout des doigts, et qu'on a une très grande connaissance du chocolat, qu'on aime les chocolats qui viennent de telle région, formidable. Moi, je connais le chocolat. Donc, j'ai cette chance. En tout cas, c'est eu cette envie de découvrir le chocolat. Puis, c'est mon métier, et puis je travaille à un haut niveau, etc. Mais après tout, il y a des gens qui n'ont pas envie de découvrir et qui veulent se contenter de ce qu'ils aiment depuis qu'ils sont petits. Et vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas de jugement à porter. À partir du moment où on porte un jugement, ça veut dire qu'on se prend pour ce qu'on n'est pas. Voilà. C'est vrai. C'est mon avis. Non, mais je sais pas si j'ai raison, mais c'est ce que je pense en tout cas. C'était quoi les saveurs de votre toute première création ? Alors là, toute première, c'est difficile. C'est difficile parce que... La première dont vous vous souvenez ? Alors non, je peux vous dire, c'est que à partir du moment où j'ai décidé à 23 ans de reprendre des choses à zéro, pour des raisons précises, il m'a fallu 2 ans pour réussir, non pas à faire quelque chose d'équilibré, mais à mettre en scène 4 saveurs qui se... Comment dire, qui allaient très bien l'une des unes, j'arrive pas à dire le mot, qui se complétaient. Voilà. Ce qui peut paraître simple, mais en fait pour moi ça l'était pas. Puisque je suis reparti de zéro à partir de 1986, à partir de 23 ans. Donc 2 ans après, c'est-à-dire en 88, j'ai fait un dessert que j'avais appelé, je sais plus, enfin en tout cas qui était à base de rhubarbe, girofle, mangue, gingembre, dans ce sens-là. C'est-à-dire la rhubarbe était dans la girofle, et la rhubarbe et le gingembre était légèrement confit et sur la mangue. Et dans cet ordre-là. Et il y avait un jus de rhubarbe, puisque je faisais goûter ma rhubarbe toute la nuit, j'avais un jus de rhubarbe, simplement que je sucrais légèrement et je vanillais, et qui était le jus de ce dessert. Et ça, c'était équilibré. Je ne suis pas certain qu'il était complètement équilibré, mais en tout cas, les saveurs se complétaient vraiment. Et je crois que c'est une des premiers mélanges vraiment aboutis que j'ai réalisé. Après, évidemment, j'en ai fait d'autres avant, mais aussi intelligemment construit. Et puis surtout, on est en 1988. Et à cette époque-là, ce type de mélange ne se faisait pas en pâtisserie du tout. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut toujours remettre les choses dans leur contexte. Alors évidemment, c'est pour ça aujourd'hui j'entends plein de choses par rapport à ce qui se faisait. Je parle de mon métier, évidemment, la cuisine ou la pâtisserie. Je parle pas du reste. Ce qui se faisait il y a 2 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Oui, mais il y a 30 ans, c'était comme ça. Vous voyez ? Comme quand on dit, oui, mais aujourd'hui, il y a des lois, mais il y a 10 ans, oui, mais il y a 10 ans, c'était il y a 10 ans. Mais c'est compliqué de ne pas remettre les choses dans leur contexte. Et ben, quand on parle, par exemple, de l'évolution de la cuisine ou de l'évolution de la pâtisserie, il faut toujours placer les choses dans leur contexte. Voilà. Et avant, il y a je sais pas, 50 ans, on mettait 300 grammes de sucre au litre de lait pour une crème anglaise, par exemple. C'est énorme. Mais c'est normal, il n'y avait pas beaucoup de froid. Il fallait bien qu'on conserve. Vous comprenez ce que je veux dire ? Aujourd'hui, on a du froid. Et le froid qu'on a aujourd'hui, quand je parle de froid, c'est froid positif, froid négatif. C'est extrêmement puissant ce qu'on a aujourd'hui. Mais on l'a depuis quoi ? Depuis les années 80, quoi, ou un peu avant. Mais c'est récent. Hein. C'est récent. Donc voilà, si on ne met pas les choses dans leur contexte, je me répète encore, on ne peut pas avoir un avis objectif. Et comment vous, votre pâtisserie et votre approche finalement de la créativité et de la création dans vos desserts, elle a évolué justement dans le temps par rapport à tout ce qui a changé aussi autour, enfin comme vous le disiez, justement les technologies qui sont apparues, etc. Comment est-ce que là-dedans, votre approche, elle a changé ? Et votre pâtisserie ? Alors, d'abord, parce que, et c'est comme ça, j'ai été un des acteurs qui a fait bouger la pâtisserie. Oui. Je ne suis pas le seul, bien évidemment, mais un des acteurs. Dans les années, par exemple, 80... Alors, dans les années 80, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Moi, dès 86, on était peut-être 1 ou 2 ou 3, et encore... Par contre, dans les années 90, on était 3-4. Vraiment. Et il y en avait 2 dont on parlait toujours, c'était Pierre Hermé ou moi. Oui. Mais il y en avait quand même 2 autres. Il y avait Frédéric Beau, qui était vraiment créatif, qui lui est parti chez Valrhona, et un autre pâtissier qui est à Montréal depuis bien longtemps, qui s'appelle Jean-Marc Guyot, qui était meilleur ouvrier de France et champion du monde en pâtisserie, qui était très original dans sa façon de travailler les goûts et les saveurs. Mais il était pas, on parlait pas beaucoup de lui, au sens médiatique du terme. Mais voilà, dans les années 90, on était 3-4 à travailler les saveurs comme ça. Donc, pour répondre à votre question, d'abord, mon approche n'a jamais suivi les modes. Jamais.
J'en D'accord. ai créé, parce qu'on m'a suivi, comme d'autres ont été suivis, comme Pierre Hermé, Oui, oui. mais moi, j'en ai jamais suivi de mode. Jamais, jamais. Les modes, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de suivre ce que je ressens moi, c'est d'évoluer, et donc ma pâtisserie a suivi mon évolution, et pas le contraire. Vous voyez ? Oui. Mon évolution a fait changer ma pâtisserie. Donc en fait, j'ai toujours voulu, ça c'est vraiment depuis que j'ai commencé à créer des desserts, j'ai toujours voulu comprendre et essayer de mettre ce que je ressens, ce que je suis dans ce que je fais. Ce qui était évidemment très difficile au départ, ce qui est beaucoup moins aujourd'hui, et depuis quelques années. Et donc mon approche, elle n'a pas cessé d'évoluer. Et elle continue aujourd'hui à évoluer. C'est ça qui est formidable, c'est qu'en fait, on n'est jamais arrivé. C'est important par exemple, c'est important de comprendre pour pouvoir évoluer dans sa créativité. Quand on se sert d'un jaune d'œuf, qu'est-ce qu'on va faire C'est important de comprendre ce que l'on va faire, de l'eau qu'il y a dans le jaune d'œuf, de la matière grasse qu'il y a dans le jaune d'œuf, des protéines qu'il y a dans le jaune d'œuf. Voilà, c'est important de comprendre les produits, pas forcément de les décortiquer, mais de les comprendre. Pas pour avoir une connaissance technologique, quoique c'est important, mais surtout pour savoir exactement ce qu'on va faire de chaque partie qui compose le produit. Quand je prends une fraise, si je fais une tarte aux fraises à la maison, par exemple, je vais goûter les fraises et en fonction des fraises que j'ai, je vais structurer l'assaisonnement de ma tarte. Et la densité de la compote de fruits, par exemple, de rhubarbe, que je vais mettre en dessous. Plus ou moins humide, plus ou moins... Vous voyez ? Et donc ça, c'est sans arrêt que ça a évolué. Et dès le début, en fait, dès 86, où j'ai commencé, moi, à décider de ce que j'allais mettre à ma carte, j'avais 23 ans, j'ai tout de suite laissé aller ma créativité. Et je me souviens d'un dessert, d'un des premiers desserts que j'ai mis à la carte. Et c'est drôle parce qu'il y a un chef alsacien qui s'appelle Serge Burkel, qui est toujours en France, qui est, je ne sais pas où, je l'ai vu dans la presse il n'y a pas longtemps, qui était venu goûter, qui était venu manger à la table d'Anvers, un restaurant que j'avais avec mon frère. Et à la fin, j'envoie un dessert. Le dessert, c'était en fait une sorte de mousse au chocolat, montée à la minute, avec au milieu une crème anglaise au café très puissante, très épaisse, en même temps qui coulait légèrement, fermée, avec un décor imitation faux bois, vous savez, dessus. Pas de sauce, rien du tout. Au dernier moment, je passais sous la salamandre, c'est-à-dire le grill, quoi, si vous voulez, pour faire fondre le chocolat. Mais 2 secondes, 1, 2, fondu. Hop, j'enlevais le moule et on envoyait. Et il n'y avait rien, juste ce truc-là sur l'assiette, au milieu de l'assiette. Et lui, je me souviens, il a mangé ça et je le regardais. J'ai regardé comment il ressemblait. J'avais 23, 24 ans. Quand il a mangé, en fait, il a ouvert le truc et ça a coulé. On est en fin 86 ou 87. 87 peut-être. Et je me souviens la tête qu'il a fait. Là, j'oublierai jamais. Et pourtant, c'était enfantin, quoi. Et ben, cette approche de la surprise, je l'ai cultivée. Pas pour que les autres soient surpris, mais pour que moi, je sois surpris déjà le premier. Parce qu'en fait, si je suis surpris, moi, et si j'arrive à me toucher, moi, émotionnellement, je vais forcément toucher les autres. Chacun est différent, bien sûr, mais on va... Ce qu'il faut, c'est, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut comprendre, maîtriser et décider de faire ressentir une émotion à quelqu'un. Encore, faut-il avoir compris tout ce qui fait une émotion. Et c'est pas pour être hyper intellectuel, hein. C'est simplement que j'ai besoin d'être hyper intellectuel. J'ai eu besoin au fur et à mesure, de faire évoluer ma pâtisserie. C'était ça. C'était évidemment en 86. J'avais pas cette réflexion-là, mais j'ai eu besoin de l'avoir de plus en plus et tout le temps et de plus en plus cerner les choses, les comprendre, les intellectualiser, les stocker dans ma tête. Pour pouvoir, comme j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai besoin de créer quelque chose, hop, aller piocher ce dont j'ai besoin sans me poser la question. Donc ça, l'hyper-intellectualisation des choses, des questions et des réponses surtout, ça a été important
au fur et à mesure de mon évolution. Ça, c'est des choses qui ont beaucoup évolué. Et puis, surtout, comme je me remets en question tout le temps, finalement, je suis quelqu'un de très contemporain, tout le temps, puisque je suis tout le temps dans mon époque. Vous voyez, je suis tout le temps créatif et contemporain. La différence qu'il y a entre aujourd'hui et avant, c'est que avant, quand je montrais ma pâtisserie, ou ma cuisine d'ailleurs, mais enfin ma pâtisserie, on voyait la créativité. Aujourd'hui, elle ne se voit pas. Elle se découvre quand on mange des gâteaux. Par exemple, je parlais d'une crème pâtissière tout à l'heure. Waouh! Crème pâtissière, 2 chocs thermiques, 2 foisonnements à basse température. C'est plus une crème pâtissière, quoi. Vous voyez, c'est hyper créatif. Voilà. Et ma créativité, elle se voit pas en fait. Elle se déguste, elle se découvre quand on mange. Voilà. D'autres, ça va être le contraire. Par exemple, elle va se voir, vous voyez, visuellement tout de suite. D'autres, ça va être les deux. D'autres, chacun est différent. Donc, voilà. Maintenant, vous me posez la question à moi. Donc. Et comment est-ce que aujourd'hui vous avez envie de la faire évoluer, justement, toute cette vision et cette approche pour tendre vers votre future approche, entre guillemets, mais en tout cas, comment est-ce que vous la voyez évoluer? Je ne peux pas répondre à cette question-là. En fait, je ne cherche pas à la faire évoluer. Elle évolue de fait, quoi. Puisque je vous dis, j'ai toujours voulu évoluer. Donc, elle continuera à évoluer et elle continuera à être contemporaine. Je ne m'arrêterai pas, ça c'est sûr. Et par contre, ce qui est important, je crois, et je pense, pour tout le monde d'ailleurs, il ne faut pas vouloir être contemporain, il ne faut pas vouloir être dans son temps, il ne faut pas vouloir être créatif. Non. Il faut simplement s'en donner les moyens, ça c'est sûr, mais après on est ou on est moins créatif. Il y a des gens qui sont de très bons interprètes et d'autres de bons créatifs. Il y en a qui sont les deux, comme Charles Trenet par exemple, qui écrivait ses chansons et qui les chantait. Toutes. Il écrivait musique et paroles. Voilà. On aime, on n'aime pas, mais en tout cas, le mec, au moins, il a... Vous savez, quand on voit le film Nemo, vous savez Nemo, là, oui. C'est Walt Disney ou Pixar, je ne sais plus, enfin, de toute façon, c'est Walt Disney maintenant. Et bien, la chanson de la fin, c'est en anglais, la mer, en anglais. La mer qu'on voit danser. C'est en anglais, bien sûr, en moderne, c'est lui, c'est Charles Trenet. Vous voyez quand même que le mec, il a marqué son temps, quoi. Quand on est créatif, on marque son époque d'une manière ou d'une autre. Toujours. Mais ça aussi, il ne faut pas le vouloir. Faut laisser faire les choses. En fait, c'est pas compliqué. Nous, on est là, au centre, et autour, il y a l'argent, la création, la médiatisation, la découverte, j'en sais rien. Enfin, vous voyez, vous mettez tout ce que vous voulez autour. Des choses moins importantes, celles qui vous touchent, celles que vous avez envie. Si vous cherchez à les trouver, ou si vous voulez aller les chercher, il faut absolument que je sois, il faut absolument que je il faut absolument que je... En fait, vous n'arriverez pas à grand-chose. Ce qu'il faut, c'est pas bouger. Pas bouger. Faire ce qu'il faut. Par contre, il ne faut pas rester sans rien faire. Il faut tout faire pour évoluer, grandir, mais il ne faut pas bouger. Grandir, travailler, découvrir, se découvrir, c'est un gros travail. Et au bout d'un moment, vous allez devenir forcément tellement créatif que vous fassiez de la cuisine, de la pâtisserie, de la menuiserie ou ce que vous voulez. Que les choses vont venir à vous. La télé va venir vous voir, la radio si c'est ce que vous voulez, ou l'écriture si vous voulez écrire des bouquins, ou alors le conseil si vous voulez en faire, ou j'en sais rien. Enfin, je prends des choses qui touchent mon métier, évidemment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la peine de perdre son temps à vouloir aller les chercher. Il faut tout faire pour qu'eux viennent à vous. C'est beaucoup plus simple, c'est moins fatigant, et c'est beaucoup plus performant par rapport à sa propre évolution. C'est comme ça que j'ai toujours voulu évoluer. Ça, c'est important pour moi de... Par contre, je répète, il faut beaucoup travailler, il faut faire beaucoup de choses, parce que si vous faites rien, les choses ne viendront pas à vous comme ça. Hein. Oui. Oui, voilà. Effectivement. Ça représente quoi pour vous, la pâtisserie, plus globalement? La pâtisserie, ça représente pour moi un moyen d'expression, un moyen de pouvoir communiquer avec les autres. Je vous donne un exemple, par exemple. Excusez-moi. Je vous donne un exemple, donc je reprends. Un jour, je vais à l'anniversaire on est en 1990-12, vous voyez, ça fait quelques années, hein, à l'anniversaire d'une amie, d'un couple d'amis en fait. Et je me suis demandé ce que j'allais lui offrir. Elle s'appelle Adélaïde. À l'époque, je me suis dit, je vais lui offrir ce que j'ai de mieux en moi, c'est-à-dire mes gâteaux, quoi.
Donc après mon service en restauration, je fonce chez eux, il est 11h30, minuit. J'arrive avec mes assiettes en carton, mes machins, des desserts préparés, enfin bref. Et je mets dans la cuisine, il y avait une vingtaine, trentaine de personnes, je rentre sans dire bonjour à personne, je rentre, hop, on ouvre la porte bien sûr, je vais dans la cuisine et je commence à préparer. Mais je dis bonjour à personne, sauf à mon pote qui m'avait ouvert la porte. Et là, il y a mon copain qui revient me voir au bout de 10 minutes, un quart d'heure, qui me dit t'es pas venu nous voir, mais en fait, t'es en train de... Comment il m'a dit ça? Il m'a dit tu vas envoyer tes éclaireurs parce que t'as peur de venir nous dire bonjour. En fait, vous avez compris que je me sentais pas très bien quand il y avait du monde. Mon poids, je me sentais pas très bien. Et qu'en fait, j'avais besoin d'envoyer mes gâteaux, mes éclaireurs, comme il appelait ça, pour que les gens mangent, goûtent. Par exemple, sauter, j'étais sûr qu'ils allaient s'éclater. Je savais que c'était bon ce que j'étais en train de faire. Et une fois qu'ils avaient mangé, les éclaireurs avaient fait leur travail, après j'y allais. Et là, les gens me parlaient comme s'ils me connaissaient. D'accord. Comme si je faisais partie de leur monde. C'est-à-dire, j'étais plus gros, j'étais comme eux. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je les avais touchés ou parce que je leur avais fait plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'ils me disaient t'envoies tes éclaireurs d'abord, tu ne veux pas venir nous voir avant. Pour moi, j'ai découvert, avant même, dès 86, qu'en fait, c'était un vrai moyen de communication. Par exemple, en 86, donc quand j'ai 23 ans, moi, je ne veux pas trop aller en salle. Les gens, on a de la presse assez rapidement avec mon frère, les frères Conticini, la tête d'Anvers, et les gens viennent manger la cuisine et la pâtisserie des frères Conticini. Ils voient le grand, mon frère, qui a 7 ans de plus, ils veulent voir le petit. La plupart, en fait, certains. Donc, évidemment, ils demandent à me voir, donc je vais les voir en salle. Bon, au début, j'avais un peu de mal, mais... Non pas que je sois quelqu'un d'introverti, pas du tout, je suis très extraverti. Mais comme j'avais mon poids, je me suis moi-même empêché de vivre ce côté extraverti. Je me suis un peu renfermé sur moi. Tout ça, c'est moi, c'est pas les autres, c'est moi. Et donc, finalement, je changeais de veste, j'allais les voir en salle. Et là, pas toujours, mais très souvent, les gens se levaient, surtout le mari d'ailleurs, plus que la femme, c'est drôle d'ailleurs. Il faut bien savoir qu'à l'époque, les gens qui venaient manger dans un restaurant comme celui qu'on avait, c'était pas des jeunes, entre guillemets, c'était plutôt des gens de 35, 40, 45, 50. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, parce que c'est comme ça, tout a changé, qui vont au restaurant, et même dans les bons restaurants. Mais avant, c'était plutôt les personnes âgées qui y allaient. Enfin, âgées, pardon. Un petit peu plus... Non, mais c'est vrai, c'était des gens d'au moins 40 ans, quoi, vous voyez. Et ça qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, tout a tellement rajeuni. D'ailleurs, ils ont fait des crises de jeunisme qui sont dangereuses, d'ailleurs. Mais enfin, c'est ça qui est bien. Tout le monde a accès à tout aujourd'hui. Bon, bref, les gens se levaient, ils me prenaient le poignet. C'est incroyable, toujours le même poignet, d'ailleurs. Le poignet droit. Incroyable. Et ils me disaient, Philippe, vous m'avez touché avec vos gâteaux. Moi, j'étais un gamin. Ils avaient 40, 50 ans. Qui me disaient, vous m'avez touché avec vos gâteaux. Tapé sur l'épaule, sur la joue, par exemple. Vous m'avez touché. Puis c'est arrivé une fois, 2 fois, 10 fois, j'en sais rien, enfin plusieurs fois. Et un jour... Pareil, il se passe ça, je retourne en cuisine, et là je me dis, mais en fait c'est à moi qu'il parle. Il ne voit plus mon poids, il me parle à moi. C'est-à-dire, j'avais la sensation que, comme il y avait mon poids, vous voyez ce que je veux dire, les gens ne me parlaient pas à moi, ils ne voyaient pas moi, ils voyaient mon poids. Et là j'avais le sentiment qu'ils ne le voyaient plus, qu'ils me parlaient à moi. Et là je me suis dit, mais en fait c'est grâce à ce que je fais qu'en fait ils me voient comme je suis, et qu'ils me parlent à moi. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, j'avais compris que j'avais découvert un moyen de communication. Et donc d'expression. Et pas le contraire. Et on est en 86. J'ai 23 ans. Ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Et après, je me suis dit, il faut absolument que je comprenne, quoi. Il faut que je comprenne. Parce que je veux... Il faut que je comprenne. Il faut que je le maîtrise, en fait. Voilà. Pas que ce soit du hasard, mais il faut que je le maîtrise. Et ma vie n'a été que ça, quoi. D'essayer de jusqu'à ce que je comprenne, évidemment. Jusqu'à ce que je maîtrise. Aujourd'hui, par exemple, je ressens un mélange de goût, peu importe lequel. Par exemple, chocolat blanc, citron, thé au jasmin, estragon. Comme ça. Ça va me prendre 6 mois pour arriver à le mettre au point, mais 6 mois après, ce que je vais ressentir en mangeant sera exactement ce que j'avais ressenti 6 mois avant. C'est automatique. Je sens les choses avant qu'elles arrivent. Ce n'était pas le cas avant.
En tout cas, je contrôle les choses maintenant. Voilà. J'arrive à déclencher, pas toujours, mais parfois des émotions. Je le fais exprès. Vous savez, c'est pas un hasard, je fais exprès. Voilà. Et un moyen de communication. Ouais, quand j'ai découvert ça, ça a changé ma vie. Et comment est-ce que ça se passe quand vous avez envie de créer un nouveau dessert? Qu'est-ce qui vous l'inspire? Qu'est-ce que vous faites passer dans ce dessert? Enfin, comment est-ce que ça se passe un petit peu vraiment de la réalisation, que ce soit l'alliance de saveurs dont vous parliez à l'instant ou quoi? Comment est-ce que ça fonctionne? La vraie création, c'est quelque chose qui ne se commande pas. Oui. C'est pour ça que moi, j'aurais jamais pu travailler dans un grand hôtel, par exemple, en palace, où qu'on me dise, voilà, tu dois sortir une gamme d'hiver, une gamme d'été. Oula, ouais, oh. Moi, c'est quand je le sens, quoi. Alors, c'est pas possible. Il faut bien sortir une gamme d'hiver, une gamme d'été. Il faut être sérieux, quand même. Donc voilà, pour moi, la création, c'est ça. Ceci étant dit, je m'adapte. Vous voyez ce que je veux dire? Je m'adapte, je sors des gâteaux d'hiver, des gâteaux d'été. Mais ça ne m'empêche pas de penser que la vraie création, elle se calcule pas. Elle vient quand elle vient. En fait, la plupart du temps, ça vient comme ça. Après, quand j'ai des demandes, ou quand pour Noël, par exemple, vous voyez, je veux créer quelque chose, ou pour Pâques, ou pour X raisons, j'essaye de me concentrer sur le sujet, sur la personne, ou les personnes, et au travers du sujet, ou des personnes, ou de la personne, j'essaye de laisser aller ma réflexion et ce que je ressens. C'est pour ça que la personne, par exemple, vous venez me demander de faire un gâteau. Oui. Je vais vous poser des questions. Qu'est-ce que vous mangez quand vous étiez petite? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimiez? Qu'est-ce que vous aimez aujourd'hui? Pourquoi? Je vais vous poser 7-8 questions. Et au travers de ces questions, et ces réponses, pardon, je vais laisser aller ce que je ressens. Et c'est comme ça que je vais créer quelque chose. Mais d'abord, j'ai besoin de réponses. D'accord. Si ce sont des personnes. C'est un sujet, Noël, Pâques, les réponses, je les ai. Donc, je laisse aller ce que je ressens. Et par exemple, je ne fais jamais de dessin d'un gâteau. D'accord. En disant, je vais le faire triangulaire, haut, grand, petit, carré. Jamais. La forme, elle vient après. Je m'occupe de saveurs par rapport à un sujet, par rapport à une personne, vous voyez. Et les saveurs vont me donner un positionnement de telle ou telle partie, tel ou tel goût, ou mélanger, ou superposer, ou juxtaposer, comme vous voulez. Et donc, ça va me donner une forme. Et la forme, elle viendra naturellement. D'accord. Ce qui est bon, vraiment bon, par essence, c'est toujours beau. Au contraire, c'est pas toujours vrai. Et donc, je m'occupe du fond avant de m'occuper de la forme. Mais ça ne veut pas dire que la forme n'est pas importante. Hein. Les deux sont importants. Mais la forme, elle vient toute seule. C'est vraiment le fond qui m'intéresse. Et le fond, pour moi, c'est le goût pour essayer de ressentir une émotion. Voilà. Au travers du palais. D'ailleurs, c'est quoi votre alliance de saveurs préférée? Celle qui vous fait ressentir une émotion à coup sûr? C'est compliqué de répondre à une question pareille. Ça peut être toutes. Ça peut être 2-3 saveurs mélangées, une seule, ou 25 saveurs différentes mélangées. Quand j'étais chez Petrosian, dans les verres ou les verrines, je mettais 20 ou 25 goûts différents par verrine. Et c'était remarquablement équilibré. Aujourd'hui, je fais c'est vrai que j'en mets plus 25 aujourd'hui, mais je vais faire des gâteaux où je vais mettre 2 ou 3 saveurs, 4. Par contre, dans un biscuit, à la noisette par exemple, je suis capable de mettre 30 ingrédients. Oui. Et des fois même des choses où vous allez vous dire, mais il est tapé ce mec. Pour une masse de 2 ou 3 kilos de pâte à biscuit, je me souviens avoir mis dans une recette 10 grammes de compote de pommes. Mon chef il m'a dit, mais vous êtes tapé ou quoi? Il faut la fabriquer la compote. Ça prend du temps. Tout ça pour 10 grammes de compote dans une masse de 2 kilos ou 3 kilos. Qu'est-ce que vous faites? Or moi je savais que c'était important. Mais qui va le savoir? Qui va le ressentir? Personne. Il n'y a que moi. Il n'y a que moi qui sais exactement pourquoi. Et tous les autres, surtout en travaillant dans un travail où il faut fabriquer, tous ils vont me dire, mais vous êtes fous, vous êtes tapés. Vous voyez? Et moi je sais que non. Je sais que j'en ai besoin. Après, je sais que j'en ai besoin, mais en même temps, est-ce que je vais demander à mes équipes de fabriquer de la compote, le temps qu'il faut, d'éplucher toutes les pommes,
pour mettre 10 grammes de compote dans une masse de 2 kilos, ça va commencer à les gonfler rapidement. Si vous voyez, donc, je vais tout faire pour remplacer la compote par autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je sais que j'ai besoin de cette humidité ou de cette structure, de ces fibres. Mais je sais que ça va demander tellement de travail pour eux, en tout cas, pour pas grand-chose, pour eux, que je ne veux pas les déranger non plus. Donc, je me mets moi-même des contraintes et j'essaye de faire en sorte que ce soit facile, le plus facile possible en production. Voilà. C'est important parce que quand on produit beaucoup de gâteaux, Oui. si on a à chaque fois, dans la fabrication d'un gâteau, si on a 10 étapes différentes, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Il faut qu'il y en ait 5-6 maximum. D'accord. Justement, vous avez parlé des verrines, parce que vous avez été un des premiers, voire le premier à utiliser les verrines en pâtisserie. C'est moi qui les ai créées. Comment est-ce que cette idée vous et en était cuisine, venue? madame. Oui, c'est vrai. Comment est-ce que cette idée vous était venue à l'origine? En fait, à partir de 91, 86, 91, 91, 1991, pas pourquoi en fait, je trouvais que mes desserts n'évoluaient plus. Il y avait quelque chose qui n'allait plus. Bon, bref, il s'est passé peut-être une année, à peu près, le temps de... Voilà. Et je me suis finalement rendu compte que c'était le contenant qui n'allait pas. D'accord. Quelque chose parce que ma pâtisserie avait tellement évolué, elle s'était allégée, elle était beaucoup moins gélifiée, elle avait changé. Et le contenant, lui, n'avait pas changé, c'était l'assiette. Et je me suis dit, c'est le contenant qui ne va pas. Après, quel contenant il faut mettre? Je ne sais rien. Puis le temps a passé. Il s'est passé 2 années. Je suis en 94. Évidemment, je me souviens être allé voir une femme bouddhiste, par exemple. Pas pour faire une psychothérapie pour moi, au début, parce qu'après je l'ai fait, mais parce que je lui ai dit, je veux comprendre ma sensibilité pour aller jusqu'au plus profond possible par rapport à mon goût, pour comprendre mon goût. Après, ça ne m'a pas empêché de faire avec elle une psychothérapie d'ailleurs, mais ça c'est autre chose, c'est pour moi. Mais vous voyez, ça me travaillait tellement. Et donc, entre le moment où j'ai compris que c'était le contenant qui n'allait plus et le moment où je me suis dit, putain, il s'est passé à peu près 2 ans. Et je m'en souviens, c'était en 94. Avant le service du soir, je descends en pâtisserie. Et on était en train de travailler sur un dessert avec une quenelle de fromage blanc, enfin, avec un jus de betterave. Et là, je vois des mélanges, des choses devant moi. Et là, j'ai un déclic. Je dis au sommelier, Mehdi, amenez-moi un verre à Bourgogne, je viens d'avoir une idée. Oui, chef, il m'amène le verre à Bourgogne. Je restructure ce que j'ai essayé de mettre à l'horizontale, je le restructure pour le mettre à la verticale dans un verre. De façon différente. Et là, je prends le verre, comme ça, il se passe 10 secondes. Je prends le verre, je fais, oh putain, j'ai trouvé mon bébé. C'était un verre à Bourgogne. J'ai trouvé mon bébé. Et je me suis dit, ça va faire le tour du monde, ce truc qui est écrit là. Ça va faire le tour du monde, ce truc-là. En 10 secondes, je me suis dit ça. J'ai trouvé mon bébé, ça va faire le tour du monde. J'ai trouvé mon bébé. Vrai. Et ça fait le tour du monde. Sauf que j'ai pas gagné un radis avec. Mais bon, je suis bien le seul d'ailleurs. Mais c'est comme ça. Et je me souviens l'avoir montré à mon frère peut-être 3 quarts d'heure après. En lui disant, tiens, j'ai trouvé ça. Il m'a dit, oh, c'est nul ton truc. Pas perspicace le mec. Hein. Voilà, donc moi j'ai trouvé ça super, j'ai fait des essais, j'ai fait goûter plein de verrines à plein de gens différents, sans jamais le montrer à des professionnels ou des journalistes, et parce que je voulais savoir si l'idée était bonne, et tout le monde me disait que c'était top, quoi. Voilà. Et 2 ans plus tard, j'ai quitté la table d'Anvers. 4 ans plus tard, j'ai quitté la table d'Anvers, et là j'ai ouvert le restaurant Pétrosian, et là j'ai mis quasiment tout en verre, en verrine, et c'est parti. On est en juillet 99. Et ça, c'est pareil, ça vous a aidé à développer un autre... Enfin, justement, comment dire, ça vous a donné un peu un regain de créativité Ah oui, oui, parce que là, pendant les 2 ans là, où j'ai cherché, ça pataugeait, quoi. Et là, je me suis dit, en fait, je vous le fais court, hein, parce que là, dans une verrine, par exemple, un verre, par exemple, si je superpose, je mets l'acidité en bas, sur 1 centimètre, par exemple, la tomate acidulée, on fait salé au sucre, c'est pareil pour moi. Tomate. Ensuite, sur 2 ou 3 cm, je mets le goût principal. Et ensuite, encore sur 1 cm, je mets ce qui est plus crémeux, moelleux, fondant. Acidulé, goût principal, crémeux. D'accord ? Quand je plonge ma cuillère,
je vais chercher en bas jusqu'au fond. Donc devant, là, j'ai l'acidulé, puis après le goût principal sur plus de largeur, et puis après le crémeux et le fondant. Donc le goût acidulé se met direct sur les papilles, ça ouvre les papilles. Le goût principal vient se poser sur des papilles déjà ouvertes, donc avec beaucoup plus d'intensité, vous voyez. Et ensuite, le côté crémeux, fondant, plus gras, entre guillemets, hein, c'est pas grave, Oui, oui. vient boucher, entre guillemets, les papilles et conserver cet acidulé longtemps, et ce goût principal longtemps en bouche. Donc en fait, j'avais compris comment déclencher une sensation, côté acidulé, comment la garder longtemps en bouche, en mettant le crémeux à la fin. Au-dessus, ouais. Ah mais ça a à nouveau tout changé pour moi. Ça a été non pas un regain de créativité, ça a été une explosion de créativité quand j'ai compris en fait que je pouvais faire ressentir des sensations comme je voulais aux gens. Oui, D'ailleurs dans après, l'ordre. à partir de ce jour-là, ou peut-être pas le lendemain, mais rapidement, je suis allé en salle, avant que les gens mangent leur dessert, je leur disais, vous savez, quand vous allez manger ça, voilà ce que vous allez ressentir. Pendant que vous mangez et après que vous ayez mangé. Et quand j'allais voir les gens après, ils me disaient, oh, c'est incroyable, c'est exactement ce que vous nous avez dit. Bah heureusement. Que j'avais compris en fait comment vous faire ressentir aux autres une vraie sensation. D'accord. Oui. Et ça c'est 94. Oui, ça a changé beaucoup de choses. Oui. J'ai plus jamais douté de moi. Attention, Conticini n'a jamais douté, c'est-à-dire le travail, dans le travail. Par contre, dans ma vie, Philippe, Oui. ah oui, tous les jours, des doutes, j'en ai plein. Mais personnel, vous voyez, mais dans mon travail, par rapport au goût, plus jamais. À partir de ce jour-là, plus jamais. J'ai toujours fait confiance à ce que je ressentais, je ne me suis jamais trompé, jamais. Quand je sens quelque chose et que je me dis ça va cartonner, ça cartonne. Vraiment, hein, ça a tout changé. Incroyable. C'est ça la Vérine pour moi. Voilà. Aujourd'hui, de quoi est-ce que vous êtes profondément convaincu, mais qui est une croyance qui n'est pas forcément partagée? Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que Reposez-moi je veux votre question dire. comme vous venez de le dire. De quoi est-ce qu'aujourd'hui vous êtes profondément convaincu, Oui. vous-même, mais par contre cette croyance n'est pas forcément partagée? Dans mon travail, bien sûr. Oui, oui. La pâtisserie, par exemple. Ben, je suis convaincu, par exemple, que la densité, le goût est très important, mais ça y est, depuis quelques années, tout le monde beaucoup de pâtissiers ont pris conscience que le goût était fondamental, Ouais. et tout le monde en parle. Formidable. Ben, la densité, elle est aussi, voire peut-être plus importante que le goût, mais ça aujourd'hui, personne n'en parle aujourd'hui. Ça viendra. Comme on n'arrêtait pas de dire avec Pierre Hermé que le goût allait être un des pans qui allait faire exploser la pâtisserie dans les années 90. C'est ce qui est arrivé. La pâtisserie a explosé. Et ben la densité, c'est pareil. C'est une des choses dont on parlera demain. Aujourd'hui, je suis bien le seul à en parler, mais voilà, ça arrivera. Qu'est-ce que vous entendez par densité exactement? La matière, la masse, l'assaisonnement par l'humidité, l'assaisonnement par l'air, des choses que moi j'ai compris. J'ai commencé à travailler en 2009. J'ai décidé de comprendre ça en 2013 et que j'ai compris en 2015. Et c'est pas longtemps. Et voilà. Donc pour vous, Par exemple. quand on réfléchit à un dessert, il faudrait se pencher justement sur ces problématiques de densité. Est-ce que c'est avant de se questionner sur le goût? Est-ce que c'est au moment de se questionner sur le goût du dessert? En même temps. En fait, c'est pas compliqué. Vous changez une structure, une texture. Vous changez une structure, vous changez le goût. Donc ça veut dire que c'est hyper important, la densité. Oui. La densité, c'est tout. Hein. La matière, c'est important. Puisque vous changez la matière, plus humide, plus moelleux, plus fondant, vous changez le goût. Donc ça veut dire que c'est fondamental. C'est simple quand je le dis comme ça. Mais pour comprendre, il m'a fallu des années. Forcément, c'est toujours comme ça. Si on devait retenir une seule chose de votre pâtisserie, sur toute votre carrière, qu'est-ce que vous aimeriez que ce soit? Que j'ai réussi à comprendre, même si j'y arrive pas à chaque fois, j'ai réussi à comprendre comment faire qu'une pâtisserie se soit ratatouille. Gros câlin. Voilà. Et cette petite phrase, aussi mignonne qu'elle puisse être, un gros câlin, en fait, moi, c'est 40 ans de travail pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est mignon, un gros câlin. Puis on peut comprendre, en fait, un gros câlin, c'est un gros câlin. Donc c'est mignon, c'est simple à comprendre. Et en même temps, pour moi, c'est 40 ans de travail. Oui, j'aimerais bien qu'on... Mais après, qu'est-ce que je vous dis? Je suis pas corporatiste, c'est-à-dire que je suis pas...
mes copains ne sont pas des pâtissiers, quoi. Vous voyez, mes amis d'enfance ne sont pas des pâtissiers parce que je suis pâtissier. Il y a un ou deux pâtissiers que j'aime beaucoup. Enfin, j'ai plein de copains, mais mes amis ne sont pas des pâtissiers. Ce sont des gens que je connais depuis l'âge de 15 ans. Je ne suis pas corporatiste, quoi. Vous voyez, je ne suis pas... Par exemple, on m'aurait dit, tiens, tu veux pas être porte-parole des gens qui sont gros, démerde-toi tout seul. Ou alors parce que j'avais été musulman ou catholique ou je sais rien, moi, ou bouddhiste ou autre chose. Une femme défend les femmes. Sur le moment où tu es connu ou ce que vous voulez. Non, jamais. Moi, je ne suis pas corporatiste. Pour moi, il y a des gens... Moi, j'ai des valeurs, elles sont ce qu'elles sont, mais je les défends, je les transmets à ma fille, je les partage avec ma femme. Et voilà, mais depuis 40 ans, je dévie pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, je ne me suis jamais adapté à quelque chose pour réussir, Oui. Non, je fais ce que je suis, ça plaît, ça plaît pas, tant pis pour moi. J'ai jamais dévié. Voilà. C'est bien ou c'est pas bien, c'est comme ça. Et en tout cas, jusqu'à présent, ça m'a pas trop mal réussi. Donc, voilà. Effectivement. Est-ce que vous auriez un conseil à me donner, à moi qui ne suis pas pâtissière mais qui aime bien faire des desserts comme ça de temps en temps chez moi, que vous trouvez qu'on ne donne pas assez? Et peut-être un conseil que vous auriez aimé recevoir quand vous avez commencé la pâtisserie? Vous savez, on dit toujours que la pâtisserie, c'est carré, c'est précis. En fait, c'est pas plus ou moins précis que la cuisine, c'est pareil. Ce que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est... Fais ce que tu veux, fais ce que tu as envie de faire. Je cherche pas à comprendre. Apprends, fais-toi ce cadeau-là, apprends. Ça, c'est un cadeau qu'il faut se faire à soi-même. Et une fois que tu as les bases, vas-y, tu déchires tout et tu fais ce que tu es, ce que tu veux. Oui, mais je sais pas comment on fait. C'est pas grave, fais-le, trompe-toi. Dans la vie, comme disait Mandela, c'est où on réussit, où on apprend. Vous comprenez ? Donc, moi, j'ai beaucoup appris. On réussit, on apprend. Et ben, vas-y, trompe-toi, t'apprendras beaucoup. Mais lâche-toi. Voilà, j'aurais aimé qu'on me dise ça, donc c'est ce que je vous dirais. Faites ce que vous ressentez, ne occupez pas de savoir. Et si vous ne savez pas comment on fait, c'est pas grave. Vous verrez bien. C'est comme ça qu'on apprend. Merci beaucoup pour ce très beau conseil. Je vous en prie. Maintenant, je vous propose de vous prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Déjà, si vous étiez une saveur, vous seriez laquelle? La vanille, c'est doux. C'est quoi la toute dernière saveur que vous avez découverte et aimée? Peut-être le mélange d'un bouillon japonais à base de dashi et d'une sauce soja citronnée avec une pointe de coco, de crème de coco. C'était remarquable, délicieux. Voilà, ce mélange des trois choses. Si aujourd'hui vous ne deviez plus retravailler qu'un seul dessert classique, par exemple le Paris-Brest, les tartes, l'éclair, le millefeuille, etc., ce serait lequel? S'il fallait en choisir un seul. Le millefeuille. Le millefeuille. C'est quoi votre péché mignon? Ma femme. Est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui vous n'avez pas encore collaboré, avec qui vous aimeriez bien créer un dessert à quatre mains, qui aurait des saveurs un peu inattendues? Alberto Adria. J'ai 5 dernières questions. Vous êtes plutôt vanille ou chocolat? Vanille. Tarte ou viennoiserie? Viennoiserie. Celle-ci est facile. Éclair ou millefeuille? J'aime les deux. Alors avec les jouisses, moi, millefeuille. Plutôt épices ou herbes aromatiques? Herbe. Et enfin, plutôt votre création Cyrus ou votre création pure vanille? Vanille. D'ailleurs, quelle était un peu l'histoire derrière cette création? Qu'est-ce qui vous l'avait inspiré? En fait, c'est il y a 5-6 ans, 7 ans, non, un peu plus, oui, 7 ans, je crois. Je décide de faire un dessert à la vanille, parce que j'en ai envie, parce que j'adore la vanille, mais vraiment. Donc ça m'a pris plusieurs mois. Et en fait, ce que je voulais, c'était pas avoir le goût d'une vanille en particulier, mais vous savez, quand on prend une vanille dans les mains, comme ça, vous posez la vanille et sentez vos doigts. Bah, c'est cette odeur-là que je voulais mettre dans un gâteau. Bizarre, hein, mais c'est ça. Donc tout ce que j'ai fait comme travail, comme compréhension, recherche, assaisonnement, a été dans ce sens-là. C'est-à-dire ressentir cette odeur qui est sur les doigts.
Et ça a donné un gâteau qui s'est appelé le Grand Cru Vanillé. Et qui a été un tel câlin. Ça a été pratiquement la meilleure vente à l'époque, la pâtisserie Léret, ou la 12e meilleure vente en l'espace de quelques mois. Et voilà, je crois que c'est un des rares desserts dont on me parle encore tout le temps. Tout le temps. Très souvent en tout cas. Le Grand Cru Vanillé. D'ailleurs, et le pur vanille est un dessert qui est une déclinaison du Grand Cru Vanille. Mais en fait, on a repris le Grand Cru Vanille et on va le refaire. D'accord. Le Grand Cru Vanille. Et en fait, ça a été beaucoup d'essais. Et au milieu, je voulais que ce soit noir ébène. Comme ça, comme la vanille. Ça m'a pris du temps aussi. Pour réussir à avoir tout blanc à l'extérieur. Mais juste. Et noir à l'intérieur. Juste une bande noire, ébène. Ça m'a pris du temps pour réussir à la voir noire comme ça. Et c'était top, quand vous coupiez, c'était une noire ébène à l'intérieur. Aujourd'hui, je le ferai plus noir comme ça, parce que ça a changé. Puis à l'époque, pour l'avoir noir, il m'avait fallu du colorant charbon végétal, donc ça c'est naturel, mais aussi un autre colorant noir qui s'appelait, je sais pas comment, très peu, mais un petit peu. Et je ne veux plus en mettre, donc je ne pourrais plus l'avoir cette couleur-là. Donc aujourd'hui, c'est plus noir, c'est un peu grisâtre, mais c'est très beau aussi. Donc on va le refaire. Voilà. D'accord. J'aime bien demander à mes invités un défi à me lancer et à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui aimeraient le refaire. Un petit défi en lien avec la pâtisserie et en lien avec cet épisode. Soit un dessert à refaire, soit je sais pas, un ingrédient à goûter. Qu'est-ce que ce serait le défi que vous nous lancez ? Ce serait de prendre le gâteau qu'on aime, d'accord ? Celui qu'on aime, et d'essayer de le faire, non pas pour faire en sorte qu'il soit beau, original, qu'il ait une forme, ça c'est pas très important, mais surtout que quand on le mange, il déclenche une émotion puissante. Donc ça veut dire réfléchir à tout, au positionnement dans le gâteau, de tout, à l'assaisonnement, à la densité, à l'humidité, à tout en fait. Ça demande vraiment une attention importante à ce qui va se découvrir quand on va manger, c'est-à-dire à l'intérieur. Et c'est de déclencher une émotion, mais une vraie émotion. Pas dire simplement c'est très bon, non, déclencher une émotion. Ça c'est très dur. Oui. Écoutez, merci beaucoup pour ce défi. J'en prie. Je vous laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez rajouter, que vous trouvez important d'ajouter, de signaler ? J'aime ma femme. Voilà, c'est ça le mot de la fin pour moi. C'est un très beau mot de la fin. En tous les cas, merci énormément. C'était un très grand honneur et un vrai plaisir de pouvoir discuter avec vous. Donc, merci beaucoup. J'en prie, c'est un grand plaisir. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous aura plu autant qu'à moi et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!